Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les députés, bonjour. Je vous prie d'excuser d'abord Monsieur Thierry Trouvé, directeur général de GRTGaz, qui n'a pas pu se rendre disponible et que j'ai l'honneur de représenter dans le cadre de mes missions sur les marchés prospectifs. Donc, comme dans la lignée de ce que disait Monsieur Giraud, je vais d'abord, dans un premier temps, aller un peu plus loin pour expliquer en quoi le GNV constitue une alternative réelle au carburant pétrolier pour les poids lourds, mais également les véhicules utilitaires et à terme pour les véhicules légers. Dans un deuxième temps, je vous présenterai rapidement les premières conclusions des travaux qu'on mène dans le cadre de la FGNV, dans le cadre de la déclinaison de la directive européenne. Et dans un troisième temps, on présentera en quoi les infrastructures gaz sont en mesure ou pas d'accompagner le développement du GNV. Donc dans un premier temps, en quoi le GNV est une alternative réelle au carburant pétrolier? Eh bien pour trois raisons. Des raisons d'abord techniques, des raisons pratiques et opérationnelles, et enfin des raisons économiques. Des raisons techniques, je crois que vous avez dit l'essentiel, Madame la Présidente. Le GNV est une technologie mature. Il y a déjà 20 millions de véhicules dans le monde qui roulent au GNV. C'est une technique qui présente des dispositifs de dépollution simples et peu onéreux et qui est tout à fait adaptée à un renforcement des normes environnementales à l'avenir à des coûts tout à fait raisonnables. Mais c'est aussi une technologie qui présente une véritable amélioration environnementale. Alors, l'expérience de ces derniers mois incite beaucoup à la prudence sur les chiffres qu'on peut donner sur ces éléments-là. Néanmoins, je voudrais citer des chiffres d'une étude ADEME menée avec l'entreprise Casino, donc menée en conditions réelles sur des véhicules neufs compatibles avec la norme Euro 6. Excusez tous les détails, mais il faut être un petit peu précis sur ces sujets-là. Et donc dans cette étude, on a constaté qu'on avait des réductions de CO2 jusqu'à moins 10% avec le GNV, pouvant aller jusqu'à moins 80% si on utilise du biogaz. Alors le moins 10 et le moins 80 ne sont pas totalement comparables. Le moins 80 est dans une logique de ce qu'on appelle le puits à la roue. Je ne sais pas si cette expression vous est familière. Donc une réduction donc, de CO2 très notable, des réductions de NOx jusqu'à moins 70% et une quasi-absence de particules fines. Donc là, on est bien donc, sur une étude en conditions réelles sur les poids lourds. On n'a pas aujourd'hui des études et des chiffres de cette nature-là et aussi précis pour les véhicules utilitaires légers, mais on pense qu'ils seraient a priori du même type. Et je crois que GRDF parlera un peu plus de ce sujet plus tard. Donc une vraie amélioration environnementale et également une division par deux du bruit, ce qui est particulièrement appréciable pour tout ce qui est usage urbain, bennes ordures ménagères, bus évidemment, et véhicules utilitaires légers. Mais le GNV est également une alternative crédible en termes pratiques et opérationnels. Le service rendu par un véhicule au gaz est très proche de celui d'un véhicule diesel du point de vue d'une entreprise. Je m'explique. L'idée, c'est que la substitution d'une énergie à une autre se fasse sans modifier les process de travail de l'entreprise, qu'il n'ait pas à changer la manière dont, notamment, la RATP va faire sa recharge de bus ou pas. Aujourd'hui, les technologies GNV permettent une autonomie de 400 km à la journée, ce qui est compatible avec bon nombre d'usages couverts par le diesel, et permettent également un temps de remplissage de quelques minutes, ce qui le plus souvent est compatible avec les modes d'organisation interne des entreprises et qui ne les oblige pas à réoptimiser tout leur process. Et puis enfin, le GNV est également une alternative économique. Comme le disait M. Giraud tout à l'heure, aujourd'hui, si l'on tient compte du dispositif d'aide en vigueur, que ce soit le différentiel de taxes, les aides soutien à l'achat et les taxes sur le bio-GNV, et sans aucune valorisation des externalités, puisqu'on a vu quand même qu'on avait beaucoup d'avantages en termes de CO2 et de NOx, il y a aujourd'hui un intérêt économique à développer, à choisir le GNV pour le transport de marchandises, pour un segment de 100 000 km par an. Donc là, également, c'est un peu précis pour des parcours plus longs dans l'année. On ne parlerait pas nécessairement du GNV, mais là, pour ce transport de marchandises-là, il y a cet intérêt économique.
Et à terme, on estime même que les gains d'économie d'échelle sur la production des poids lourds devraient même réduire le différentiel de prix d'achat et rendre encore plus intéressant le transport de marchandises avec le GNV. Donc nous venons de voir en quoi le GNV est une véritable alternative pour le transport de marchandises et les véhicules utilitaires légers. Et nous allons voir maintenant en quoi la déclinaison française de la directive européenne constitue une véritable opportunité pour formuler des ambitions en matière de GNV. Donc aujourd'hui, le parc GNV, c'est 13 000 véhicules, pour moitié des véhicules utilitaires légers. C'est 41 stations publiques. Alors on ne cite que les stations publiques, il y a également des stations privées. Donc 41 stations publiques. Et dans le cadre du travail pour lequel... Pardon ? Est-ce qu'on peut dire combien de stations privées ? Environ 230. 230. Donc, dans le cadre du travail que l'on mène avec la filière pour proposer une stratégie de développement de GNV à l'horizon 2020, nous retenons un scénario de développement qui va être tiré par le transport de marchandises, qui conduirait à l'horizon 2020 à 12 000 poids lourds, soit une multiplication par 7, une multiplication par 3 du nombre de véhicules utilitaires avec 20 000 véhicules, 4 000 véhicules légers et 3 000 bus. Ce scénario de développement est très proche du projet Stratégie nationale mobilité propre que vous connaissez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme réseau de stations pour permettre à ces véhicules de fonctionner ? Eh bien, on part de l'idée d'un parc avec un premier réseau de 150 stations poids lourds. Ces 150 stations conduiraient à un investissement d'environ 150 millions d'euros. On n'a pas nécessairement le temps aujourd'hui, mais on a aussi travaillé sur où pourraient se situer ces stations. Je crois que c'est dans les documents, même pas. En tout cas, bon, on n'a pas le temps de vous en parler aujourd'hui. 150 stations-service poids lourds, c'est environ un investissement de 150 millions d'euros. Et ce qu'on estime, c'est que, comme disait M. Giraud, en pérennisant le dispositif de stimulation de demande actuel sur 4 ou 5 ans, on pense que ce réseau de stations poids lourds émergerait naturellement par de l'investissement privé. Donc ça, c'est pour les stations-service pour les poids lourds. Donc stations-service ouvertes également à d'autres véhicules. À côté de ce réseau, il nous paraît important de compléter par un réseau de proximité qu'on pourrait estimer environ à 150 stations. Elle, pour un investissement plus léger de 50 millions d'euros. Et ces stations de proximité auraient pour but de répondre aux besoins qu'émettent les territoires pour mettre en œuvre la politique d'amélioration de la qualité de l'air. Donc à côté des 150 stations service poids lourds, 150 stations de proximité plutôt destinées aux attentes des territoires. Et en revanche, autant les premières stations, on imagine qu'elles émergeraient naturellement, on va dire, autant pour ces stations de plus petite taille correspondant à une demande plus diffuse, on imagine que des soutiens complémentaires de la puissance publique seraient nécessaires, comme par exemple le recours à des instruments du type programme d'investissement d'avenir. Donc deux types de réseaux de stations. Et on en arrive à la dernière partie qui concerne les infrastructures gazières. Sont-elles ou non en mesure d'accueillir et d'accompagner ce développement ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord les infrastructures gazières ? Donc, les infrastructures gazières, c'est du réseau de transport, 32 000 km pour le réseau de GRT Gaz. Le réseau de distribution, c'est également 14 stockages souterrains, 3 terminaux méthaniers. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que sur la base du scénario de développement dont je viens de vous parler, ces hypothèses conduiraient à des consommations gaz de l'ordre de 3 TWh en 2020, soit 0,5% de la consommation française. Et ces quantités-là sont tout à fait... il est tout à fait possible au réseau d'accueillir en fait ces quantités-là. Donc les infrastructures sont dimensionnées pour accorder ces futures stations. Et on note également qu'avec l'existence de ces stockages souterrains, qui, rappelons-le, peuvent renfermer jusqu'à 20% de la consommation nationale de gaz, on est en mesure d'assurer des niveaux de sécurité d'approvisionnement qui sont équivalents à ceux qui sont en vigueur aujourd'hui pour les carburants pétroliers. Je passe la parole à Madame Foulonneau. Merci.